Et donc, on va débuter par la première présentation par Stéphanie Bécourt, qui est gynécologue médicale au centre Oscar Lambré et qui va nous parler de l'indication et de la sécurité d'emploi des agonistes de la LHRH dans le cancer du sein. Merci beaucoup les filles de m'avoir confié ce sujet. J'espère que tout le monde m'entend, notamment en Teams. Donc effectivement, on va parler d'agonistes de la LHRH et cancer du sein. En postprandial, il ne faut pas s'endormir, je vais essayer de vous garder éveillés. Tout d'abord, un peu d'historique. Alors là, c'est en une diapo, je résume le magnifique topo de Marc Espiet de ce matin, donc je suis allée beaucoup moins dans le détail. Globalement, l'hormonothérapie est apparue au XIXe siècle. C'était la première thérapie ciblée en oncologie. Puis Bitson, dont on met souvent la photo, mais qui vaut le coup d'être mise parce que c'est lui qui a montré que l'ovariectomie bilatérale protégeait, en tout cas améliorait le pronostic des femmes qui avaient un cancer du sein métastatique. Puis la castration par radiothérapie ovarienne, puis découverte des œstrogènes, des androgènes, des progestatifs, des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone. Arrivée des SERM, le tamoxifène, les agonistes de la LHRH, dont on va parler du coup dans ce topo, les anti-aromatases, le fulvestran, et puis les thérapies ciblées, les vérolimus, puis les anti-CDK4/6, palbociclib, ribociclib, abémaciclib. Alors, la plupart d'entre vous est gynéco-médical, ou en tout cas gynéco, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous récapituler tout ça, mais globalement, la FSH et la LH, la sécrétion hypophysaire de la FSH et de la LH sont sous la dépendance de la sécrétion pulsatile de LHRH ou de GNRH. Au niveau hypothalamique, et donc les analogues de la LHRH permettent par saturation des récepteurs hypophysaires de bloquer cet axe. On a tout d'abord un effet flare-up initial avec augmentation initiale de la FSH, LH et de la progestérone, puis une diminution majeure de la FSH, LH par suppression de la pulsatilité des sécrétions de LHRH et donc une diminution des taux d'œstrogène et de progestérone. On a 3 molécules aujourd'hui, la leuproréline, l'énantone qu'on connaît sous forme intramusculaire ou sous-cutanée, la goséréline, Zoladex, sous forme sous-cutanée, et la triptoréline, on connaît bien le décapeptyle, sous forme intramusculaire ou sous-cutanée. Les analogues, les agonistes de la LHRH ont une AMM en métastatique dans le traitement du cancer du sein métastatique hormonodépendant de la femme préménopausée, quand une suppression de la fonction ovarienne est nécessaire avec une AMM de la goséréline et de la leuproréline sous forme d'injection mensuelle. Alors on va aborder 2 questions. J'espère répondre à la question posée. Les analogues de la LHRH, quelle est leur place en adjuvant? Tout d'abord en association à l'hormonothérapie adjuvante. On va beaucoup parler de TEXT et SOFT dont vous avez déjà beaucoup entendu parler, mais avec une petite revue des dernières données. Et ensuite en association à la chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante. D'abord un peu d'épidémiologie. Les agonistes de la LHRH, on les prescrit forcément chez la femme préménopausée, pas chez la femme ménopausée. Et donc, les cancers du sein surviennent dans 20% des cas en préménopause. Ici, vous avez les dernières estimations nationales de l'incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine. Le gros pic de cancer survient entre l'âge de 40 ans et de 80 ans, mais on a quand même 20% donc en préménopause et 5% des cancers du sein avant l'âge de 40 ans. Les agonistes de la LHRH ont donc été développés en association à l'hormonothérapie adjuvante. On a 2 essais qui ont été publiés quasiment en même temps, TEXT et SOFT. TEXT chez les patientes non ménopausées qui ont un cancer du sein précoce RH+. Les patientes ont été incluses entre 2003 et 2011. 2672 patientes. 40% n'ont pas eu de chimiothérapie, 60% ont eu de la chimiothérapie. L'objectif de TEXT, parce que parfois on les confond un peu, c'est de montrer chez les patientes qui ont une suppression ovarienne la différence entre tamoxifène et exemestane. SOFT, dans la même population, patientes non ménopausées, cancer du sein précoce RH+, incluse entre 2003 et 2011, 3066 patientes, pareil, à peu près 40% pas de chimiothérapie, à peu près 60% chimiothérapie, et cette fois il y avait 3 bras, tamoxifène seul pendant 5 ans, tamoxifène plus suppression ovarienne pendant 5 ans, exemestane plus suppression ovarienne pendant 5 ans. Au niveau des résultats, on va commencer par SOFT. En haut, vous avez les courbes des patientes qui n'ont pas eu de chimiothérapie. Elles sont préménopausées, elles n'ont pas eu de chimiothérapie, donc comme on s'y attend, elles ont des caractéristiques clinico-pathologiques à bas risque. La grande majorité a plus de 40 ans, préménopausée mais plus de 40 ans.
N-, tumeur de moins de 2 cm, grade 1. Et là, on voit qu'il n'y a pas de différence entre les 3 bras de traitement en termes de survie, d'intervalle libre sans cancer du sein et d'intervalle libre sans maladie à distance. Par contre, en dessous, on a la courbe des patientes âgées de moins de 35 ans. C'était 11,5% des patientes. Forcément, elles ont moins de 35 ans, donc une grosse partie a reçu de la chimiothérapie, 94%. Et là, on voit un écartement des courbes avec vraiment un intervalle sans cancer du sein qui est meilleur dans le bras qui a eu une suppression ovarienne, même un petit peu meilleur pour celles qui ont eu de l'exémestane. Texte. Alors là, je vous ai entouré les résultats de texte. C'est surtout pour vous montrer que le grand résultat de texte, c'était que dans les peu populations que les patientes aient eu de la chimiothérapie ou n'aient pas eu de chimiothérapie, exémestane plus suppression ovarienne faisait mieux que tamoxifène plus suppression ovarienne en termes de survie sans maladie. On a eu des données actualisées présentées à San Antonio 2021 avec un suivi respectif de 13 ans dans soft et de 13 ans dans texte et de 12 ans dans soft qui montrait chez les patientes à bas risque, donc la courbe en haut à gauche, on voyait que quel que soit le bras de traitement dans soft, tamoxifène ou tamoxifène plus analogue ou exémestane plus analogue, quoi qu'il arrive, la survie était supérieure à 95% quel que soit le traitement. Donc on en a conclu que tamoxifène faisait aussi bien que les autres et qu'on pouvait se contenter du tamoxifène dans cette population. Chez les patientes à haut risque, donc celles qui ont eu une chimiothérapie, on observait une amélioration de la survie sans récidive à distance dans le bras anti-aromatase plus suppression ovarienne et TAM plus suppression ovarienne par rapport à tamoxifène seul. Et on avait une tendance à un bénéfice de l'exémestane plus suppression ovarienne par rapport à tamoxifène plus suppression ovarienne en survie sans récidive à distance et en survie globale, mais ce n'était pas significatif. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Une analyse récente de soft et texte a été présentée à l'ASCO 2022 cette année. Donc là, cette fois-ci, c'était une étude qui reprenait 3 études, une revue qui reprenait 3 études. La Big 198, on ne va pas en parler parce que ça concernait des patientes ménopausées. Mais ils ont regardé aussi soft et texte en ne prenant que la population définie à haut risque. Dans les critères de haut risque, vous allez reconnaître les critères de Monarchie, donc les critères actuels de la population à haut risque de récidive, c'est-à-dire plus de 4 ganglions envahis, ou 1 à 3 ganglions, et une taille tumorale supérieure à 5 cm, et ou grade 3, ou KI67 supérieur ou égal à 20%. En prenant que cette population à haut risque, on notait un bénéfice notable de l'ajout d'une anti-aromatase à la suppression ovarienne par rapport à tamoxifène plus suppression ovarienne après un suivi médian de 8 ans. Les courbes n'étaient pas très espacées dans soft, c'était limite non significatif, mais par contre dans texte, c'était toujours significatif à 5 ans et à 8 ans. Donc effectivement, un bénéfice quand même des anti-aromatases en plus de la suppression ovarienne. Au total, pour cette partie, le tamoxifène seul reste l'hormonothérapie de référence chez les patientes préménopausées à faible risque de rechute, donc celles qui n'ont pas reçu de chimiothérapie adjuvante. Chez les patientes à risque élevé de rechute, l'ajout d'une suppression ovarienne à l'hormonothérapie est associé à une amélioration significative de la survie sans récidive invasive et de la survie sans récidive à distance par rapport au tamoxifène seul. Et dans les recommandations, l'association suppression ovarienne plus une anti-aromatase devrait être l'option préférée par rapport à tamoxifène, mais il ne faut pas hésiter à rétrograder avec le tamoxifène en cas de toxicité, notamment chez les patientes âgées de moins de 35 ans. Et donc je vous ai remis les recommandations 2022 du Breast Cancer of Young Women, qui dit qu'effectivement, la combinaison d'une anti-aromatase plus un agoniste de la GnRH apporte un bénéfice absolu en termes de survie sans maladie à distance et devrait être donc l'option préférée chez les patientes à haut risque. Deuxième partie du topo. Quelle place des analogues de la LHRH pendant la chimiothérapie, qu'elle soit néoadjuvante ou adjuvante? On améliore aujourd'hui avec tous nos traitements, nos thérapies ciblées, notre hormonothérapie, la survie des patientes. Donc on se pose de nouvelles questions qu'il n'y avait pas il y a 20 ou 30 ans concernant les effets à long terme de nos traitements et la qualité de vie ultérieure des patientes. On l'a plusieurs fois dit ce matin, les traitements oncologiques, notamment la chimiothérapie, apportent une gonadotoxicité, une altération de la fonction ovarienne par réduction de la réserve ovarienne, par destruction du pool de follicules primordiaux, par perturbation de l'équilibre hormonal, par des modifications anatomiques ou fonctionnelles des ovaires et notamment des atteintes vasculaires liées aux produits gonadotoxiques.
Donc, et ça c'est le cas surtout pour les alkylants et le cyclophosphamide à haute dose. Donc un risque d'infertilité pour nos patientes, d'insuffisance ovarienne prématurée et une aménorrhée transitoire liée aux dommages causés sur les follicules en croissance pendant la chimiothérapie. Donc c'est très important cette question de la préservation de la fertilité qui est aujourd'hui une problématique à aborder dès la consultation d'annonce selon la loi de bioéthique de 2011 et le plan cancer 2014-2019. On s'est posé la question de l'efficacité éventuelle d'une stratégie de préservation de la fonction ovarienne et de la fertilité par une suppression ovarienne temporaire, donc donner des agonistes de la GnRH pendant la chimiothérapie. Quelle est l'efficacité de cette technique et quelle est la sécurité de cette technique? Le rationnel, en donnant des agonistes de la GnRH, on met l'axe gonadotrope au repos, donc ça permet de protéger les cellules souches germinales. On induit un état d'hypoœstrogénie, donc ça permet de limiter l'exposition des ovaires à la chimiothérapie. Et une baisse de la sécrétion de la FSH, qui permet de stopper le recrutement des follicules préentraux. L'historique de tout ce développement, ça a été évoqué dès 1980, l'hypothèse d'une possible efficacité d'un blocage ovarien, puis une méta-analyse publiée en 2012 par Kim, qui reprenait 12 études prospectives contrôlées qui n'étaient pas vraiment significatives en termes d'efficacité. Entre 2008 et 2015, il y a eu plein d'essais randomisés aux résultats discordants. Alors, je ne vous ai pas tout remis, mais je vous parle surtout des grands essais. En 2015, la même année, il y a eu 2 grands essais randomisés chez des patientes traitées pour un cancer du sein. Donc, on va parler de l'étude POMS et l'étude PROMISE-GYM6 de Lambertini. Et enfin, il y a eu plusieurs méta-analyses et j'ai surtout centré sur la méta-analyse de Lambertini publiée en 2018. L'étude POMS, donc publiée dans le New England en 2015, reprenait 218 patientes traitées pour un cancer du sein, qui étaient randomisées entre chimiothérapie seule ou chimiothérapie plus goséréline, donc un agoniste de la LHRH. Le critère de jugement principal était la survenue d'une insuffisance ovarienne prématurée à 2 ans, qui était définie par une aménorrhée avec FSH élevé. Les conclusions de cette étude étaient que le taux d'IOP était significativement diminué quand on avait des agonistes de la LHRH en plus de la chimiothérapie. Il y avait significativement plus de grossesse dans le bras agoniste de la LHRH et une amélioration de la survie sans récidive et de la survie globale, vous l'avez à côté, dans le groupe agoniste de la LHRH. Donc ça partait plutôt bien. La même année, Lambertini a publié l'étude PROMISE-GYM6, une étude de phase 3 randomisée menée dans 16 sites italiens entre 2003 et 2008. On avait 281 femmes préménopausées, d'âge moyen 39 ans, suivies pendant 7,3 ans. Elles étaient randomisées entre chimiothérapie seule ou chimiothérapie plus agoniste. 80% des cancers étaient RH+, donc on s'y attend, et la grande majorité a reçu une hormonothérapie adjuvante. Dans cette étude, on n'avait aucune différence significative en termes de retour des menstruations à 5 ans, en termes de taux de grossesse, et, alors là on est plutôt rassuré, en termes de survie sans récidive et survie globale à 5 ans. Une analyse finale a été présentée à l'ASCO 2021, donc je me suis beaucoup concentrée sur le pronostic et l'effet délétère éventuel des agonistes de la LHRH dans cette indication, et donc on est rassuré, aucune différence entre les 2 bras en termes de survie sans récidive ou de survie globale, notamment dans le sous-groupe de patientes qui ont des tumeurs RH+. Pas de diminution de l'efficacité non plus de la chimiothérapie en cas d'utilisation d'agonistes de la LHRH à visée protectrice ovarienne. Donc tout ça, ça confirme l'absence d'effet délétère de la triptoréline sur le pronostic oncologique des patientes. Un tableau récapitulatif que j'ai volé aux recommandations de l'INCa 2021 qui récapitule très bien les études randomisées depuis 2014 avec leurs conclusions. Donc l'étude de Demester en 2016, donc là c'était que des patientes qui étaient traitées pour un lymphome, parce qu'il y a eu beaucoup d'essais aussi dans les pathologies hématologiques, qui montraient l'absence de différence entre chimiothérapie et chimiothérapie plus agoniste en termes de marqueurs de réserve ovarienne à 5 ans et en termes de taux de grossesse. L'étude POMS dont on a parlé, donc significativement moins d'IOP et plus de grossesse spontanée quand on est sous agoniste en même temps que la chimiothérapie. L'étude Option de Léonard, dont je parlerai après parce qu'elle a beaucoup parlé de qualité de vie, qui a montré moins d'IOP à 12-24 mois chez les femmes traitées avant l'âge de 40 ans et pas de différence en termes de taux de grossesse. Vous voyez, il y a quand même des résultats assez discordants. L'étude de Lambertini, donc l'étude PROMISE-GYM6, qui ne montrait pas de différence sur le taux de maintien au retour de règles à 5 ans et pas de différence à 5 ans, comme je vous l'ai montré juste avant.
Et puis une dernière étude qui montrait un retour des règles à 6 mois significativement plus élevé dans le groupe agoniste, mais il n'y avait pas de différence dans le sous-groupe des patientes de moins de 35 ans. Donc on va finir par la méta-analyse de Lambertini qui reprenait 5 grandes études randomisées. Les critères d'évaluation principaux, c'était le taux d'IOP et le taux de grossesse après traitement. Les critères d'évaluation secondaires, c'était la survie sans maladie et la survie globale. Et on observait une réduction significative du taux d'IOP quand les patientes avaient eu des agonistes de la GnRH pendant la chimiothérapie et une amélioration significative des taux de grossesse, donc probablement beaucoup grâce à l'étude POMS qui l'avait montré. Il y avait, on est rassuré, pas de différence en survie sans maladie et pas de différence en survie globale dans la population totale, dans la population RH+, et dans la population RH-. En conclusion, on prouvait l'efficacité et l'innocuité de la suppression ovarienne par agoniste pendant la chimiothérapie, ce qui pourrait être une option disponible pour réduire la probabilité d'IOP induite par la chimiothérapie et donc potentiellement améliorer la fertilité future chez ces patientes. En conclusion, donc je le redis, on a globalement montré un bénéfice de l'ajout d'agonistes pendant la chimiothérapie, néoadjuvante ou adjuvante, sur le retour des règles à 6-12 mois après chimiothérapie, une diminution du taux d'IOP. La plupart des études ne montraient pas de bénéfice à 5 ans sur les marqueurs indirects de la réserve ovarienne, l'AMH, la FSH. Une seule étude randomisée, celle de Moore, donc POMS, qui a montré une amélioration des taux de grossesse, mais elle a été pas mal critiquée, il y avait beaucoup de données manquantes et absence d'ajustement statistique sur les femmes qui désiraient vraiment avoir des enfants. Peu de données sur la fertilité à long terme, et par contre on est rassuré par l'absence d'impact négatif sur la survie sans récidive et la survie globale du cancer du sein. Donc les recommandations de nos sociétés savantes ont été très disparates, donc avec les recommandations du Breast Cancer Young en 2022 qui disait que l'usage d'un agoniste en concomitant avec la chimiothérapie devrait être proposé pour réduire le risque d'IOP, préserver la fonction ovarienne, sachant que ça ne doit surtout pas remplacer nos méthodes actuelles de préservation de la fertilité. L'ASCO 2018, les recommandations étaient un peu moins tranchées, elles disaient qu'il n'y avait pas vraiment d'évidence et que donc il ne fallait surtout pas que ça remplace les techniques actuelles de préservation de la fertilité, mais un agoniste peut être proposé aux patientes pour réduire le risque d'insuffisance ovarienne prématurée. ESCO 2020, donc là, la suppression ovarienne devrait être un standard pour préserver la fonction ovarienne des patientes préménopausées qui reçoivent un traitement cytotoxique. Et d'ailleurs, dans leur tableau, ils mettent vraiment agoniste de la GnRH pendant la chimiothérapie pour toutes les patientes à qui ça peut être proposé. Et notre INCa, en 2021, a émis ses recommandations et disent que les agonistes ne peuvent pas être recommandés en termes de méthode de préservation de la fertilité, ce qu'on peut entendre, mais il n'y a pas de données pour recommander l'utilisation des agonistes de la GnRH, ni pour préserver la fonction ovarienne, qu'on n'a pas assez de données. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec des tas d'idées différentes et je pense que les centres ont des prises en charge différentes dont il va être intéressant de parler. Le débat continue. 2 dernières diapos, juste pour vous dire que quand même les analogues de la LHRH, on a envie de les prescrire peut-être un peu plus largement, mais ce n'est pas dénué de toxicité et d'altération de la qualité de vie. Les toxicités, on les a montrées tout à l'heure, on en a tout un listing, des troubles climatériques, bouffées de chaleur, prise de poids, intolérance au glucose, asthénie, insomnie, humeur dépressive, incontinence urinaire, sécheresse vulvo-vaginale, dyspareunie, troubles de libido. En gras, je vous ai mis quand même ceux qui sont encore les plus gênants, les troubles musculo-squelettiques et puis, ce qui est plus grave, l'ostéoporose et surtout les fractures osseuses liées à l'ostéoporose. Une étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'étude donc Option, publiée par Léonard, d'abord en 2017 puis en 2020, était un essai prospectif randomisé qui regroupait 227 patientes qui étaient randomisées, encore une fois, entre chimio seul ou chimio plus goséréline pendant la chimio. En 2017, ont été publiés les résultats. Il y avait une réduction de prévalence des aménorrhées à 12-24 mois et une réduction de la prévalence des IOP chez les patientes de moins de 40 ans. Et ensuite, en 2020, il a sorti un papier sur l'analyse de l'impact des traitements sur la qualité de vie des patientes. Donc c'est un des rares essais qui s'est vraiment focalisé sur l'impact sur la qualité de vie, avec des échelles de qualité de vie à 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, puis tous les ans jusqu'à 5 ans.
Le critère de jugement principal, c'était le TOI, Treatment Outcome Index, donc avec des scores de qualité de vie. Et vous avez en haut les courbes, on voyait vraiment que dans les deux groupes, qui est agoniste ou pas, il y avait une diminution, quoi qu'il arrive, significative des scores de qualité de vie à 3 mois, 6 mois, donc la période où les patientes reçoivent la chimiothérapie. Puis, ça revient à la normale à 12 mois, et ensuite, c'est de l'amélioration de la qualité de vie dans les deux bras et sans différence entre les deux groupes. Par contre, on retrouvait plus de symptômes vasomoteurs, plus de bouffées de chaleur, plus de troubles de libido dans le groupe qui recevait des agonistes de la LHRH en plus de la chimiothérapie. Donc avec globalement en conclusion une altération de la qualité de vie des patientes. Pas de différence significative en termes de troubles neuropsychologiques et gastro-intestinaux. J'en ai fini.